Le magique, l'inexplicable, c'est partout. Laissez de côté tout ce qu'il y a en dehors de cette table et fermez les yeux. Nous nous tenons au seuil qui sépare les saisons, et peut-être aussi au seuil entre les vivants et les morts. Les histoires qui me passionnent vraiment, qui font s'accélérer vraiment mon pouls, ce sont celles qui commencent par « je ne crois pas aux fantômes, mais je crois bien que j'en ai vu un ». Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'étudier la magie du point de vue culturel. Le surnaturel est à l'ordre du jour, même dans les médias sociaux. Mais pourquoi? Et comment est-ce que les artistes l'abordent? Venez, nous allons tirer les cartes. Dans son art, l'Italienne Ginevra Petrozzi associe magie et quotidien. Elle se considère comme une sorcière numérique. Quel sens a pour elle la magie? On parle d'une sensibilité à un niveau plus invisible et peut-être moins concret de réalité. Ce n'est pas une chose à laquelle on décide de croire. En résidence à la Jan van Eyck Academy à Maastricht, Ginevra travaille le métal pour la première fois. Le motif de ce lion étrusque a pour elle des pouvoirs magiques. Avec lui, elle veut conjurer les dangers du monde technicisé. Je réfléchis à la façon de le fermer. On pourrait boulonner quelque chose sur cette partie en métal et ensuite on mettrait un verrou. Le dessin vient de cette tombe, un sarcophage étrusque, et il est censé éloigner les choses mauvaises, le mal donc. Là, c'est presque comme une ceinture de chasteté pour le couvercle. On ne peut pas l'ouvrir si on n'a pas la clé. Et ici, dans l'atelier de métallurgie, j'ai commencé à travailler sur ces offrandes votives qui sont des feuilles d'aluminium découpées de différentes façons. À partir de cette forme, j'ai martelé. J'obtiens des volumes et je fais des yeux. Ça donne un symbole qui rappelle un peu Internet Explorer ou un ordinateur portable, comme ça. Je me suis inspirée des offrandes votives que l'on trouve dans beaucoup de cultures différentes, mais qui sont plutôt, pour ce que je sais, issues de la culture catholique. On les laisse en offrande à l'église. Souvent, elles sont faites en argent et moulées, et leur forme évoque un vœu qui doit être exaucé. Le catholicisme a bien sûr eu une grande part dans mon éducation parce que je suis italienne. Je viens de Rome et ma famille était aussi de ce genre de tradition. Dans les villages, le catholicisme se mélange avec la pensée magique. C'est difficile de les séparer. Par exemple, la superstition du mauvais œil, en italien malocchio. Bien sûr, ce n'est pas reconnu par l'Église, mais c'est quelque chose qui est très présent. Une fois, avec ma mère, nous avons laissé une offrande. Elle était très malade. Nous sommes allés à l'église du village et nous avons choisi avec beaucoup de soin un objet à elle que nous pourrions laisser en offrande. Nous avons pris ce pendentif. Avec le collier, nous l'avons mis dans une boîte à billets de velours.
Nous l'avons apporté à l'église, puis nous avons récité une prière. Nous avons demandé sa guérison. C'est là que j'ai été la plus proche de ce mélange de magie et de religion. Je pense que tout le monde se sent appelé par quelque chose. Les tarots sont ceux qui me parlent le plus, parce que je suis une communicatrice et quelqu'un de très visuel. On me demande souvent si je crois au tarot, aux fantômes, au surnaturel. Je ne pense pas que ce soit une question pertinente. Quelqu'un a dit, je ne me souviens plus qui c'est, mais la phrase est célèbre. Ce n'est pas vrai, mais j'y crois. Les artistes ont toujours intégré le surnaturel, l'étrange dans leurs œuvres. Mais d'où vient cette fascination pour la magie ? Dans les îles britanniques, les fantômes font partie du quotidien et de la culture. Dans les vieilles demeures, dans les pubs, sur ou derrière les scènes des théâtres, ils sont omniprésents, surtout à Londres. Presque tout le monde ici connaît une histoire de poltergeist ou autres apparitions. Et l'auteur et podcasteur londonien Danny Robbins les collectionne depuis des années. Tous les théâtres du Royaume-Uni, ou à peu près, ont leurs fantômes. Et celui-ci aussi. Dans cette loge, là-haut, on a vu une dame blanche. Il y a apparemment une dame blanche qui se promène dans le secteur. Il y a énormément d'histoires. Un écrivain qui a subi un échec et qui s'est jeté du balcon. Ou une actrice qui a eu une histoire d'amour tragique et qui s'est suicidée. Et je pense que quand on monte sur scène, ou quand on écrit des pièces, quoi qu'on fasse dans un théâtre, la plus grande peur, c'est l'échec. Alors le fait d'avoir ce fantôme qui a déjà échoué pour vous, d'une certaine façon, ça enlève la pression. Danny sait de quoi il parle. Il a souvent été lui-même dans le public du Criterion Theatre lorsque sa pièce 222, A Ghost Story, a été jouée. Et heureusement donc, a connu un énorme succès. Écrire une pièce, je n'ai jamais vu de fantôme. Je n'ai jamais été en contact avec cette magie-là, mais ce qui est magique, ce sont ces gens assis là à regarder cette pièce avec des acteurs qui lui donnent vie. Il a ensuite commencé à diffuser son podcast, Uncanny, inquiétant, dans un abri de jardin derrière son appartement. C'est là que sa femme et ses enfants l'avaient relégué. Ils étaient terrifiés par les histoires que Danny recevait. Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Uncanny. Aujourd'hui, c'est une auditrice qui veut demeurer anonyme. Elle dit « Cher Danny, mon téléphone était coupé, ma mère dormait, il n'y avait pas de voiture, personne, un silence de mort. Et tout d'un coup, j'ai entendu un jeune enfant qui ricanait. » Je pense qu'il s'agit beaucoup de partager l'histoire. On peut garder ces histoires enfermées en soi pendant parfois des dizaines d'années. Et tout d'un coup, des gens m'écrivent et ils n'en ont jamais parlé à personne, même à leurs compagnons. Ce qu'on a fait avec Uncanny, c'est de créer un espace sûr où les gens peuvent parler, comme un petit confessionnal. On peut parler et raconter son histoire sans craindre d'être jugé. Là, je vais vous écouter. Je ne cherche pas à expliquer ces histoires ni à les démystifier, à voir si c'est vraiment un fantôme. Il s'agit d'écoute. Le premier épisode a débuté en 2021, en pleine pandémie. En cette période de grand isolement, la radio est devenue pour beaucoup une compagne, et les podcasts, des amis, alors que l'on était enfermé avec ses propres fantômes. Ce qui fait le plus peur aux êtres humains, ce n'est pas les fantômes, c'est l'incertitude, je pense. Une fois qu'on sait ce qu'est ce monstre, on peut lui faire face. Au cours de la période Covid, nous nous trouvions face à la mort, comme jamais vraiment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je dirais que c'était une sorte de prise de conscience très aiguë de notre mortalité. En 13 épisodes, Danny raconta l'histoire inquiétante d'une apparition de poltergeist. Il s'entretenait avec des témoins de l'époque, des chasseurs de fantômes, des scientifiques. Là, on a une quantité énorme de phénomènes.
Si c'est vraiment authentique, ça dépasse tout ce qu'on pouvait savoir des cas les plus extraordinaires de poltergeist. You saw heavy pots and pans fly through the air in your room. Yes. We were all really scared out of our wits. I thought this is going to be the end. We're all going to die. L'idée était de prendre une histoire de fantôme et de lui appliquer le traitement des faits divers criminels. Ça convient parfaitement. Les histoires de fantômes sont exactement comme des histoires de détectives. Si on est sceptique, on part à la chasse. Est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que c'est psychologique? Et si on y croit, alors qui est le coupable? Qui est le fantôme? Il faut essayer de résoudre le mystère du passé de ce revenant. Et les deux approches sont valables, d'après moi. Nous sommes à Wycliffe Road, le site du poltergeist de Battersea. Dans cette rue habitait la famille Hitchings, une famille très ordinaire qui vivait dans une maison tout à fait ordinaire qui n'existe plus. Elle a été démolie dans les années 60. Mais en 1956, ils ont vécu quelque chose d'extrême. Une activité de poltergeist avec des objets qui volaient à travers la pièce, des bruits dans la maison qui retentissaient si fort que toute la rue les entendait et se réveillait. Il y avait des flammes, des lettres qui apparaissaient comme écrites par un fantôme sur le mur. Et tout cela tournait autour de la fille. Cette fille de 15 ans, Shirley Hitchings, qui a fait la une des journaux. On a même évoqué son cas au Parlement. Et j'ai rencontré Shirley, maintenant elle a autour de 80 ans. Je l'ai rencontrée et elle m'a raconté son histoire. Ce qui me fascine vraiment, ce sont ces lettres qui apparaissent dans une chambre fermée à clé. Le chasseur de fantômes qui a enquêté a mis du papier dans la pièce. Il a fermé la porte, il était le seul à avoir la clé. Et les lettres apparaissaient pendant la nuit, comme écrites par une main invisible. Donc c'est très, très étrange. Aujourd'hui encore, maintenant que j'en ai fait une série, je ne sais pas vraiment ce qui se passait. Je suis toujours déconcerté, effrayé, tout ce que l'on attend d'une histoire de fantôme. Le vacarme des trains londoniens, les variations de courant, la vie sur une île. De nombreux facteurs peuvent expliquer pourquoi les Britanniques croient tant aux fantômes. La réponse de Danny est très personnelle. Il m'est arrivé quelque chose d'horrible autour de mes 20 ans. J'ai eu la sensation que j'allais mourir. J'étais à la maison, je rentrais de la faculté, et tout d'un coup, j'ai été sûr que j'avais une attaque cardiaque. Je voyais des anges qui descendaient pour me prendre. Finalement, c'était une attaque de panique, ce qui arrive à beaucoup de gens. Mais sur le coup, cela a déclenché cette terrible et absolue peur de la mort. Pour moi, c'est le principal motif de mon intérêt pour les fantômes. C'est cette terrible peur de la mort. Parce que si les fantômes existent, ils en sont l'antidote. C'est l'idée que ce n'est pas fini. Et j'aime énormément cette idée. En Grande-Bretagne, Danny Robins est depuis longtemps une star. La lecture et le débat sur son recueil d'histoires de fantômes, Into the Uncanny, se déroulent à guichet fermé. Les gens aiment la tension entre croire et douter. Car une chose est claire, tout dans le monde ne peut pas être expliqué de manière univoque. Assez parlé. Il est temps de se lancer dans notre enquête. Allons voir notre premier témoin. Les histoires de fantômes plaisent à tout le monde et remplissent les tiroirs-caisses. Les musiciens et les groupes profitent eux aussi de cette fascination pour le surnaturel. Les vidéos du projet Heilung, Guérison, sont cliquées des millions de fois sur le web. Beaucoup de gens disent « je ne crois que ce que je vois et que je peux toucher ». Mais quand on rêve, nos 5 sens sont quand même en éveil. On sent, on touche, on goûte. Qu'est-ce qui est réel? Des images comme sorties d'un sommeil fébrile. Des sons qui invoquent les vieux spectres et les anciennes divinités. Extatiques, sphériques. Heilung est le nom du groupe derrière ce spectacle. Leurs concerts s'inspirent d'anciens rituels païens. En tout état de cause, aujourd'hui, beaucoup de gens sont à la recherche de solutions alternatives et d'autres contenus. Pendant des décennies, nous avons pratiqué beaucoup de choses et nous voyons bien qu'elles ne mènent à rien. L'Église perd de plus en plus de son influence et la médecine traditionnelle a aussi ses limites.
Les gens recherchent quelque chose pour combler ce vide que nous ressentons en nous, et à différents niveaux. Je suis Kai-Uwe Faust, et je suis un des fondateurs du groupe Heilung. Je ne pense pas que notre but soit de ressusciter un monde ou une époque révolue. Mais nous essayons, et c'est au cœur de Heilung, d'offrir à nos auditeurs un moment où ils peuvent vraiment s'abandonner à des sonorités que nos ancêtres ont entendues bien avant eux. Dans leur musique, on retrouve des influences nordiques, des coutumes et des langues anciennes, des rituels venus des débuts de l'humanité et qui vont jusqu'au début du Moyen-Âge. Lors des concerts du groupe germano-scandinave, on ne se sert pas uniquement d'accessoires séculaires et d'instruments minutieusement reconstitués, mais aussi de pratiques chamaniques. D'abord, le chamanisme n'est pas une religion. Beaucoup de gens aimeraient le reléguer dans le domaine du religieux. Mais le chamanisme vient d'une époque où le concept de religion n'était même pas encore apparu. Le chamanisme est à la base l'idée que tout est animé, que tout est vivant. Celui qui pratique le chamanisme est quelqu'un qui entre en transe, qui contacte les esprits pendant cette transe et qui, en faisant ça, essaie d'aider son prochain. Bien sûr, si nous effectuons des rituels, c'est avec une certaine intention. Nous apportons des offrandes au monde et aux entités qui ne sont pas perceptibles avec nos sens habituels. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que ces rituels soient historiquement corrects. C'est totalement impossible. Nous aurions la protection animale et la police criminelle sur le dos, et tout ça serait immédiatement et définitivement mis au rencard. Au final, on obtient un théâtre musical exceptionnel. Chez Heilung, pas question d'idéologie ni d'ésotérisme branché. Une déclaration claire et nette du groupe le précise. Il s'agit de spiritualité, d'histoire et de nature. Et cela fait vibrer une corde sensible chez les gens du monde entier. La popularité acquise par Heilung continue d'être un mystère pour moi. On pourrait dire bien sûr que oui, le moment est venu, que les gens ont besoin de guérison ou d'autre chose, mais ça reste toujours mystérieux quand je vois qui vient au concert. Des gens de tous les horizons. Tu as le mec en costume à côté du punk, tu as le bobo branché moyen qui danse à côté de la mère de famille. On pourrait bien sûr dire, bon d'accord, ils font des trucs médiévaux nordiques, c'est ce côté reconstitution, etc. Mais c'est bien plus que ça. Je pense aussi que ce qui est ancien et appartient au passé réconforte. Comme lorsqu'on n'a pas vu ses parents depuis longtemps, qu'on rentre à la maison et que tout nous semble proche et familier. Quelque part, c'est profondément ancré en nous. C'est comme une source. Et je pense que ces vieilles pierres et ces vieux instruments aussi résonnent encore en nous. Heilung se réfère à des époques lointaines. Et des écrits anciens témoignent eux aussi de la croyance séculaire en la magie. Si le surnaturel fait sensation, pour l'artiste de Leipzig, Katja Zwirnmann, ça n'a rien d'inexplicable. Elle croit en la force créatrice de la nature, cette puissante magicienne dont elle traque les secrets dans ses gravures. Dans cette gravure sur bois, j'associe plusieurs éléments de magia naturalis. C'est un terme qui m'a d'abord semblé contradictoire. Et là, je me suis mis à la recherche des sciences pré-scientifiques. Et je me suis demandé où se trouvait la transition vers les sciences naturelles modernes.
Et j'ai été fascinée par l'univers graphique de cette époque. De nombreuses sciences relèvent de la magia naturalis, comme l'alchimie, la kabbale, la chiromancie, l'astrologie et la phrénologie. Katja Zwirnman s'intéresse à l'inexplicable, à ce qui est caché dans la nature. Avec son art, elle le rend visible. Dans ce livre, Magia Naturalis, j'explore la sociologie culturelle de la magie. La magie n'est pas un jeu d'illusions. La magie est une philosophie de la nature qui cherche à déterminer la place de l'homme dans le cosmos. Ce graphique grand format, la gravure sur bois imprimée sur une toile de reliure, est pour ainsi dire dépliable. Il rappelle un peu un ancien plan de ville, c'est-à-dire cet espace restreint qui permet de s'approprier une surface très vaste. C'est une manière de symboliser l'incommensurabilité de toute cette thématique. On ne peut essayer d'en aborder la totalité qu'à travers ces petits éléments partiels. Pour son projet, Katja Zwirnman s'est inspirée de la collection Magica de la Bibliothèque universitaire de Leipzig. Des traités de magie, manuscrits, du XVIIIe siècle décrivant d'anciens rituels. Cette écriture manuscrite, c'est incroyable. C'est magnifique. Ici, il s'agit de processus de transformation. Les illustrations alchimiques sont en fait des énigmes en images qui racontent des histoires ou des processus. C'est fascinant à cause de leur caractère énigmatique. À l'époque où la pratique de la magie n'était plus répréhensible, donc bien à la fin de la chasse aux sorcières, c'est-à-dire au début du siècle des Lumières, c'était un courant à la mode. La plupart du temps, c'était pour invoquer des démons ou déterrer des trésors, des choses tout à fait profanes. Dans des périodes exceptionnelles, la fascination pour le surnaturel augmente. Pour Katja Zwirnman, dans ces moments-là, l'intérêt est plutôt de remettre les choses au point, artistiquement. Pendant la période Covid, lors du deuxième confinement, j'ai eu beaucoup de temps pour m'y consacrer. Et précisément à cette époque, ces multiples discussions sur la remise en question des sciences naturelles et de la science en général, plus toutes ces rumeurs de complots qui fleurissaient partout de manière inouïe, m'ont bien sûr fait réagir. Même si à première vue, le livre a l'air très magique et mystique, pour les férus d'ésotérisme, c'est certainement une déception. Toutes ces notions et ces présciences ne révèlent pas un savoir magique ancestral qui aurait été donné à l'humanité par on ne sait qui. Un univers, une divinité ou qui que ce soit d'autre. J'ai plutôt découvert qu'il existe des coïncidences incroyables. Et cela m'encourage à penser que le hasard est le magicien le plus puissant que nous ayons et que nous pouvons nous y fier. Dans notre modernité numérique, il y a une puissance inquiétante à laquelle nous nous soumettons chaque jour, les algorithmes. Ginevra Petrozzi transpose la prédiction ancestrale des cartes de tarot dans l'univers d'images d'un smartphone omniscient. J'ai demandé au tarot si je pouvais les utiliser pour mon projet universitaire, mon master qui est devenu l'ésotérisme numérique. Et les cartes m'ont dit « Oui, mais il faut nous utiliser pour créer quelque chose de nouveau. » Donc je savais que je ne pouvais pas me contenter de garder les tarots comme ils étaient.
qu'il fallait transformer cette pratique en quelque chose d'autre. Mais les cartes font toujours partie de ma vie. Après avoir accumulé des années de lecture des tarots, je me sentais assez sûre de moi pour transposer cette technique et cette sensibilité qu'il faut pour l'interprétation des symboles et des formes vers une interprétation de l'univers de l'écran, par lequel nous recevons aussi une multiplicité d'images et de symboles, mais que nous prenons rarement le temps d'interpréter. D'abord, je vous demande de prendre votre téléphone et de le tenir entre vos mains un moment et de fermer les yeux. Je pense que c'est une performance, artistique. Il faut utiliser le cadre de l'art, parce que l'art permet ce genre de spéculation. L'art permet d'imaginer des choses qui ne sont pas encore là, qui n'existent pas ou qui ne peuvent pas exister dans le cadre du système général que nous connaissons. Ça reste de la magie parce que j'y applique aussi ce que m'apprend la lecture des cartes. Je prends les deux avec autant de sérieux. Je veux dire, comme une réalité. La lecture sur smartphone et la lecture de tarot. Donc, je ne joue absolument pas. C'est une conversation authentique. Et c'est aussi un processus d'imagination, parce que nous savons tous les deux que ça n'existe pas. Mais dès que nous sommes assis à cette table, nous permettons à cette chose d'exister un petit peu. Une grande partie de ce qui nous entoure au quotidien dépasse notre imagination. C'est la même chose pour les derniers développements du domaine technologique. Les intelligences artificielles de la Silicon Valley, par exemple. La Silicon Valley est un environnement très ésotérique et qui rappelle l'univers des sectes. Par exemple, le côté obscurité, le côté boîte noire, l'impossibilité de comprendre comment certaines choses fonctionnent vraiment, tout le mystère qu'il y a là-dedans. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que s'ils revendiquent tous ces aspects obscurs pour ce qu'ils font, j'essaie de les revendiquer aussi pour l'entreprise originelle des pratiques magiques. Parce qu'elles sont, comme le dit Silvia Federici dans Caliban et la sorcière, la terre nourricière de la résistance au pouvoir. Je ne pense pas que quiconque puisse se permettre d'écarter totalement quelque chose. Moi, je ne pourrais pas nier la science, évidemment, et je ne peux pas non plus nier la magie. L'association de la science et de la magie et la critique du capitalisme de surveillance sont au cœur du travail artistique de Ginevra Petrozzi. Elle s'est construit un rôle de sorcière numérique. Dans la sorcière, je vois principalement un archétype, quelque chose qui est devenu symbolique, mais qui est aussi historique, avec un passé très concret, un objet d'étude, à quoi j'essaie de donner chair. Parce que la sorcière devient cet archétype du rebelle politique, de quelqu'un qui se rebelle contre les systèmes de contrôle, qui reste aussi une guérisseuse, bien sûr, quelqu'un dont le rôle dans une communauté est de guérir, et qui peut aussi maudire et lancer des sorts. Un pouvoir dangereux, donc. Tous les aspects de cet archétype sont intéressants, et j'essaie de les récupérer à l'usage de notre société actuelle. La fascination pour la magie est toujours là, même dans ce monde hautement technologique. Pour les artistes, cela signifie avant tout l'ouverture d'espaces de création entièrement nouveaux.